Il va descendre sa main dans ma culotte, il va me demander moi de toucher son sein, de faire des fellets. Les termes qu'il utilisait le plus souvent, c'est ça fera moins mal la prochaine fois, je t'aime, je veux t'épouser. Je devais avoir 10 ans, vraiment. C'est un peu un peu dur, j'avoue. Mon père biologique et ma maman se sont séparés, il me semble, peut-être courant 2003-2004, donc moi je suis née en 2003. Ma maman s'est remariée quand même assez vite, en 2006, avec du coup mon ex-beau-père. J'ai toujours eu du mal avec ce personnage, c'est quelqu'un d'assez, déjà physiquement imposant. Il fait 1m90, donc il est vraiment grand. À l'époque, il était quand même vachement large, bien développé. C'est le genre de personne où on s'y attaque pas. Dès qu'on nous parle, on se tait. C'était le genre de personne aussi très violente. À un moment donné, mon papa a perdu notre garde. Donc je ne l'ai plus vu. Je dirais vers l'âge de 8 ans, on a commencé vraiment à être qu'avec ma mère, ce monsieur, mes frères, et de temps en temps on voyait ma tante et mes grands-parents. 2014-2015, j'ai appris que ce monsieur trompait ma maman. Donc je l'ai annoncé à ma maman qui a très mal réagi, forcément. Et après ça, j'ai été punie dans ma chambre pendant un certain nombre de jours où j'avais le droit de manger simplement que les restes. Mais quand je vous dis les restes, c'est presque comme quand on voit à la télé un film où il ne reste que vraiment des os sur un poulet, quoi. Je subissais donc un peu la famine, entre guillemets. Ils brûlaient mes draps avec un déodorant et un briquet. J'avais pas le droit de sortir de la chambre, j'avais pas le droit d'appeler mes grands-parents, par exemple. Ça a vraiment été ce qui m'a le plus marqué. Ou également, dès qu'on s'endormait devant la télévision et que lui décidait que ce n'était pas l'heure pour nous, il forçait mes frères à me mettre des gifles, ou si mes frères s'endormaient, j'étais obligée de leur mettre des gifles pour qu'ils se réveillent, mais ça ne venait pas de lui. Ou encore des coups de bâton, et il désignait, voilà, aujourd'hui je te donne 100 coups de bâton parce que moi j'ai pas apprécié ce que t'as fait. Et on avait des bleus partout, sur tout le corps. On a subi une belle violence physique. On le suivait au doigt, à la baguette, et là, ma maman pareil, tout le monde. Hein. En fait, il arrivait toujours à ses fins. Peu importe. Novembre-décembre 2013, donc vraiment fin d'année. Je commençais déjà à être un peu formée, mais voilà, j'étais pas indisposée, donc je n'étais pas considérée comme femme, néanmoins pas dans la religion, parce que du coup ce monsieur était musulman, et on pratiquait malgré tout aussi la religion. J'ai 21 aujourd'hui, donc 2013, j'avais 9 ans. Au début, ça commence par des bisous sur la joue, et puis des bisous sur la bouche, et puis un bisou dans le cou, et puis on commence un petit peu à palper un peu le corps, on touche un peu les parties. C'est vraiment allé progressivement, mais par contre à partir du moment où j'ai commencé à être indisposée, là ça a été, je sais pas, peut-être pour lui une révélation, mais ça a été déjà beaucoup plus quotidien, beaucoup plus récurrent, avec des demandes beaucoup plus conséquentes, importantes sur ce que je devais faire, sur ce qui me faisait, mais sans me poser de questions. Hein. C'est vraiment je suis un jouet, un objet, et c'est comme si mon corps était inerte et que en fait il faisait absolument tout ce qu'il voulait de moi. À ce moment-là, je suis consciente, mais même presque en ne l'étant pas. Et en fait, c'est surtout que je ne réalise pas ce qui se passe parce que quand on a 9 ans, 11 ans, 10 ans, 12 ans, en fait, on sait pas ce qui nous arrive. C'est un peu dur, j'avoue. Au niveau des attouchements, ça s'accélère quand même assez vite à partir du moment où il a eu le bisou qu'il voulait avoir, où il me demande de faire des choses que je lui fais, un bisou sur la joue, un bisou sur le cou, un bisou sur la bouche, et que malheureusement je suis obligée de lui faire, je suis en incapacité de refuser. Il va forcément un peu tâter le terrain, et puis il va descendre sa main dans ma culotte, il va me demander moi de toucher son sein, il va me demander de faire des fellets. D'où là commence la pénétration pour le coup buccal, donc le viol. Mais j'ai appris à poser ces mots bien plus tard. Hein. La première fois, dans la chambre de mes frères, je suis au-dessus, pas par choix, encore une fois, mais par force. Et il est en dessous, un cunilingus, quoi. Il me fait totalement ce que je veux. Et moi, à ce moment-là, je vois vraiment ma tête d'enfant. Je devais avoir 10 ans, vraiment. Et je me dis, je sais pas ce qu'il fait, mais ok, encore une fois, ça fait partie de ça. Hein. C'est l'éducation, c'est de toute façon, dans tous les cas, j'ai rien le droit de dire. Si je dis quelque chose, je vais me faire taper, j'ai peur que je sois enfermée dans ma chambre, j'ai peur de plus manger, j'ai peur que ma mère elle me parle plus. Donc en fait on se tait et on subit. Les termes qu'il utilisait le plus souvent, c'est ça fera moins mal la prochaine fois, je t'aime, je veux t'épouser, c'est un pervers, c'est un pédophile. Les mots qu'il me disait, qu'il employait, c'était tellement face à une enfant, c'est absurde. Quand il a employé ces termes, je ne le prenais pas au sérieux dans le sens où non, tu es avec ma maman, je sais que tu es mon beau papa, parce que je remets quand même les choses à sa place. Il avait alors, si je puis dire, un rituel, à savoir que ma maman était rarement à la maison, donc elle n'était jamais présente lors vraiment des gestes un peu vraiment déplacés ou des abus sexuels.
soit il envoyait mes frères dans leur chambre sous prétexte de la ranger, soit il envoyait mes frères faire des courses. Donc forcément, il avait le salon qui était libre, la salle de bain qui était libre, ma chambre qui était libre et la cuisine qui était libre. Dès que il finissait ce qu'il avait à faire avec moi, il allait directement se rincer et puis c'était à mon tour derrière après. Au niveau des pénétrations vaginales, il a tenté, mais pas abouti. Il avait juste par contre pour habitude effectivement de frotter son contre le mien. Il y a eu 3 fois où il a essayé donc la pénétration et où il a réussi. Déjà ça me faisait extrêmement mal parce que au-delà de la douleur morale, c'était une douleur physique. Il n'y avait pas de préparation, j'ai jamais vu un préservatif par exemple. Je sais qu'il n'en a jamais utilisé et je me suis rendu compte que ça devenait de plus en plus grave. En fait, sincèrement, je voyais pas ce qu'il pouvait me faire de plus que ça. Je me suis vraiment posé des questions à partir du moment où mes frères ont commencé à m'en poser en retour. En fait, pourquoi tu restes avec lui? Pourquoi nous on est envoyé dans la chambre? Qu'est-ce que vous faites? J'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement, ce qui se passait n'était pas normal. Jusqu'à ce que je leur dise quelques détails. J'en parle avec donc un de mes 2 frères. Lui a essayé d'en parler à ma maman en me disant que c'était grave, qu'il fallait pas que je le garde pour moi. Moi par peur, mais j'ai changé d'avis, j'ai démenti, mais sur le moment même, j'ai pas attendu. Je pense que mon frère s'est senti un peu bête. De me dire en fait j'essaie de faire une bonne action pour toi. Donc je pense que ça a été la première déception d'un de mes frères. 31 juillet 2015 précisément, j'ai passé l'été avec ma meilleure copine d'enfance. Allée au parc un petit peu au-dessus de chez nous, il y avait donc mes frères et les copains de mes frères. On me disait t'aimes bien te prendre des zizi dans les fesses. Donc ça venait de la part de mes frères. Et en fait, ça l'a interpellée. Elle me dit, est-ce que je peux te poser des questions? Je lui dis, oui. Elle me dit, est-ce qu'il se passe quelque chose chez toi? Ça a été le déclic qu'il m'a fallu. Donc je lui fais comprendre que oui. Mais j'arrive pas. Les termes ne sortent pas. Je ne sais même pas avec des mots d'enfant comment lui expliquer ce qui m'arrive parce que j'en suis consciente, mais je n'ai jamais mis de mots dessus réellement. Et en fait, j'en viens à lui dire que voilà, il me touche mes parties intimes, donc avec des mots d'enfant. Il me rentre dans mon cerveau. Enfin voilà, j'utilise pas le terme j'utilise pas le terme pénétration. Elle m'a dit est-ce que ça te dérange pas que j'en parle à ma maman pour qu'on puisse t'aider en fait. Et j'ai été sceptique jusqu'au moment, il me semble que je lui ai renvoyé un message en lui disant ok, donc j'en parle avec sa maman, je lui explique tout. C'est un soulagement de tout lui expliquer. Elle appelle ma maman qui est chez mes grands-parents à ce moment-là, donc vraiment la chance était de mon côté. En lui expliquant tout ce qui s'est passé, les mots de ma maman ont été si je l'avais eu en face de moi, je l'aurais défoncé. En me parlant, ouais. Elle s'est mise dans une crise d'hystérie. J'ai eu mon grand-père au téléphone entre-temps qui me dit écoute, Assia, prépare tes affaires, tu peux venir à la maison. Mes grands-parents, ça n'a fait qu'un tour dans leur tête. J'avais trop de détails bien précis. Des fois, j'avais des suçons sur le cou, des suçons sur la joue. Mon comportement était quand même de plus en plus bizarre. Je n'aimais pas du tout ce monsieur. Ils s'en sont voulus et je pense qu'il y a certains moments où ils s'en veulent encore. De pas m'avoir cru, de pas avoir vu et de pas avoir réagi plus tôt. Ma mère, c'était impensable pour moi qu'elle ne puisse pas me croire avec les éléments que je donnais, mais en sachant qu'elle les a même pas écoutés. Elle m'a juste pas cru. Le fait que ma maman me croie pas, ça a été la première déception que je me suis prise, vraiment dans ma vie d'enfant. Il devait rentrer le 1er ou le 2 août 2015 de Tunisie, ce monsieur-là. Ma maman, quand elle l'a su, elle l'a appelé donc son ex-mari en lui disant « Fais demi-tour », la petite a dit ça. Quand ma maman l'a appelé, il a pris billet retour Tunisie. Sa phrase préférée tout du long, c'est « Emmenez-la à l'hôpital, qu'on lui constate qu'elle a bien quelque chose ». C'est la phrase d'un prédateur. Donc ma mère, elle écoute ses dires, elle m'emmène à l'hôpital. Le chef de service que je vois, qui vient me voir et qui dit à ma mère « Écoutez, je vais pas faire d'auscultation à votre fille parce qu'on va faire un signalement ». On m'a en revanche fait une prise de sang qui a révélé que j'étais porteuse de la maladie de l'herpès de type 1 et 2. Soit la type 2, qui est transmissible. Soit j'avais 12 ans, j'avais jamais eu de relation sexuelle avec consentement avec quelqu'un. Je pense que ma maman a fini par me croire à partir du moment où elle s'est rendue compte qu'elle n'avait du coup à ce moment-là plus de mari parce qu'elle a commencé à comprendre que ça allait bloquer à un moment donné, que ses propres parents, donc mes grands-parents qui m'hébergeaient, lui tournaient un peu le dos. Et à un moment donné, elle va faire comme un burn-out un peu de sa vie en général et c'est là où elle va réaliser plein de choses. Ma mère, elle s'est excusée et elle s'excuse encore à l'heure actuelle. C'est quelqu'un de très très sensible aussi. Ça reste ma maman, j'en ai qu'une. J'avais déjà pas de père, de schéma paternel. Après, il y a eu la plainte de l'hôpital. On a fait donc des passages à la brigade des mineurs, à la police de Nice directement. C'est mes grands-parents vraiment à ce moment-là qui sont derrière moi pour tout ce qui est paperasse, tout ce qui est justice, tout ce qui est dépôt de plainte. J'enchaîne sans trop me poser de questions, je suis tellement perturbée. Tout s'est fait machinalement, mais par obligation surtout. C'est comme j'ai été obligée de grandir.
plus rapidement. Ce monsieur, lui, depuis 2015, donc il n'était jamais revenu en France. Donc 2019, toujours pas de nouvelles de lui depuis 4 ans. Donc il a eu un mandat d'arrêt Interpol. Il s'est fait arrêter car il a essayé de rentrer donc sur le territoire français, enfin européen là du coup, en Italie. Il a fait 2 mois de prison jusqu'à ce que l'Italie rende ce monsieur à la France parce qu'il devait être jugé. C'est pour ça que l'affaire a mis autant de temps à être jugée. C'est parce qu'il a fui la France pendant 7 ans. J'ai eu donc le premier procès en novembre 2023 qui a été une vraie catastrophe dans le sens où déjà c'est l'inconnu pour moi. Je ne connais pas ce que c'est d'aller au tribunal. J'avais des arrêts mais sans cesse. Son avocat me coupait la parole quand je parlais, quand j'étais à la barre. C'est la première fois que je le revoyais en 7 ans. Il y a certains haussements de sourcils qui vont me faire penser à un truc. Donc là, j'ai un flash. Ça a été très compliqué de le revoir. J'ai eu tellement d'émotions différentes. J'ai tellement pensé à tout. Tout s'est tellement mélangé que, ouais, je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai mal vécu. À l'unanimité, il a obtenu 16 ans de réclusion criminelle et une interdiction de territoire français. Je suis sortie et je me suis mais effondrée vraiment comme je me suis jamais effondrée dans ma vie. J'ai été, oui, reconnue en tant que victime par la justice française et c'est ce dont avait besoin ma grand-mère. Mais je n'ai pas envie qu'on me voie comme une victime parce qu'aujourd'hui je ne le suis plus. Et ça fait 10 ans que je ne le suis plus. Ça fait 10 ans que je suis une autre personne. Il est en prison, toujours en détention provisoire, donc depuis 2022. Il n'a jamais été libéré depuis. Et on a eu encore une fois cette année, donc en novembre 2024, un an après, le procès en appel parce qu'il a fait appel. Et là, en revanche, donc pareil, il a été demandé donc 18 ans de réclusion criminelle et une interdiction de territoire français. Et là, pour le coup, il a donc pas pris 16 ans, il a pris une année de plus, il a pris 17 ans de réclusion criminelle et une interdiction de territoire français. Il a pris un an de plus. Et je crois qu'il n'a pas compris la chanson parce qu'il a fait une demande en cassation. En fait, la cassation, ça va passer un filtre. Il y a une certaine personne qui va juger s'il y a eu vice de forme ou vice de procédure. S'il y a eu vice de forme ou vice de procédure, il casse du coup l'appel qui a eu lieu en novembre et on recommence un procès. En revanche, s'il n'y a ni vice de forme ni vice de procédure, il garde le procès en appel qu'il y a eu avec la même sentence et là c'est terminé. Les détenus ont vachement d'aide. L'appel, la cassation, les droits de l'homme et puis les demandes de moitié de peine et puis ci et puis ça et puis alors ouais, mais nous les victimes on fait quoi? On attend. Moi ça fait 10 ans que j'attends et ça ne s'arrête jamais. En août 2025, ça fait 10 ans que j'attends que ça se soit terminé, que je puisse vraiment fermer la page, ouvrir vraiment un nouveau chapitre et me dire ça c'est fini, tu as été reconnu 2 fois par la justice, ta famille te croit à 100%, mais non, j'ai encore les 2 pieds dedans. Je suis passée par la culpabilité, puis la haine, puis la colère, puis la tristesse, puis le manque. Vraiment, je suis passée par toutes les émotions possibles et inimaginables. J'ai été en dépression pendant un peu plus d'1 an et demi. Et c'est très récent parce que ça a été de 2022 à 2023, début 2024. Donc j'ai eu un retour un petit peu qui a mis bien 7 ans à arriver avant que je me rende compte réellement de ce qui m'était arrivé. J'ai eu tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, dysmorphophobie, de l'anxiété. Ça m'a créé une certaine force. Ça m'a beaucoup pas pris déjà sur la vie, sur les relations amicales, familiales, amoureuses. Aujourd'hui, je m'en sors bien et j'en suis consciente. Et c'est parce que j'ai été vraiment aussi entourée. Plus on témoigne, plus on voit que la France, plus on voit que la justice, ça se démocratise. Vraiment, moi, je me suis rendu compte de ça. À l'époque, je regardais mes grands-parents, souvent ils me montrent des reportages de femmes ou d'hommes qui ont vécu l'inceste ou des agressions ou des... Et c'est vrai que je voyais pas vraiment la reconnaissance derrière au niveau de la justice. Et là, pour le coup, quand ça m'est arrivé à moi, je me suis dit, attends, il va prendre les max 3 ans, 3-4 ans, en fait. C'est la normale de ce qui se passe en France. Et qu'il a pris 17 ans. Je me dis que c'est important. Plus on a de témoignages, plus la justice se réveille, plus peut-être que mon témoignage va avoir du sens pour quelqu'un qui l'a vécu. Peut-être que ma façon de penser aujourd'hui va peut-être l'aider dans sa façon de penser plus tard. Peut-être que elle va se dire qu'elle est pas seule. En fait, on n'est pas seul. Parce que on est tellement nombreux à l'avoir vécu. Donc c'est important pour moi et surtout, c'est un pas de plus dans ma guérison de me dire que tu as été capable de parler devant une caméra, avec un micro et des milliers de personnes qui vont voir ta vidéo, tes proches qui sont pas au courant, les proches de tes proches qui sont pas au courant et t'afficher. Et en fait, je m'affiche pas parce que ça me sert personnellement, ça me sert mentalement et ça me servira dans ma vie. Et un jour, je pourrais dire, voilà, j'ai vécu ça et regardez ce que j'ai fait, j'en suis très fière. Le problème, c'est que si on vit dans le passé constamment, on n'avance jamais. Et je l'ai été dans le passé pendant un moment. Aujourd'hui, j'ai décidé de tout arrêter. Vraiment penser qu'à moi, ma famille, mes proches, ceux qui m'entourent, mon travail, mes ambitions, ce que je veux, ce dont je rêve et d'y accomplir, quoi.
mais pas de rester buté. Donc je ne souhaite rien à personne, ni de mal ni de bon. La justice, pour le coup, a fait son travail et elle s'occupe de lui comme elle se doit. Et étant donné qu'il est croyant, il verra avec son Dieu. Et c'est pas ma vie, sa vie. Moi, j'ai la mienne.